Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est la Mercedes CLA 250+, pas KMG, je sais pas quoi, mais c'est la fiche technique. Fiche technique justement. C'est parti pour la fiche technique de la Mercedes CLA 250+ Limited Edition AMG Line Plus, 725 km, 85 kWh, NMC, aux roues arrière, 200 kW, soit 272 chevaux, 335 Nm, 6,7 secondes, 210 km/h, 2055 kg, 11 kW, 320 kW, 21 minutes, 52 900 €, 66 700 €. Et voilà le travail. Mercedes CLA. Mercedes a dit, cette voiture est ultra efficiente, c'est le missile pour faire de l'autoroute. On sait que cette vidéo, vous l'attendez vraiment beaucoup, on nous l'a beaucoup demandé. Donc aujourd'hui, on va faire le test console, le Ioniq 28 Challenge. Vous connaissez le principe, on part sur un trajet ville, route, autoroute avec les deux voitures. La Ioniq 28. Véhicule témoin, qui fait référence par rapport à celle-là, on fait la différence entre les deux. Et à la fin, ça permet de comparer cette voiture par rapport à toutes les autres voitures qu'on a déjà testées jusqu'à maintenant. Et c'est comme si elles avaient roulé le même jour en même temps, voilà. Sauf que normalement, le concept de Ioniq 28 Challenge, c'est des essais entre 18 et 25 degrés pour que tout soit à la même enseigne et sur du sec. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on ait du sec toute la route, voire même peut-être pas de la route du tout. Et en plus, il fait 14 degrés, donc il n'y a rien qui va. Ouais. Mais on rend la voiture dans 2 jours. C'était aujourd'hui ou jamais. Le concept du Ioniq 28 Challenge, c'est d'avoir une voiture témoin. Donc, en toute logique, les deux subissent la même chose. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Plus on est crédible auprès des marques pour les avoir potentiellement longtemps. Donc, n'hésitez pas à nous aider. Franchement, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'il y a un petit peu de lien entre vous et nous. D'ailleurs, on a posté pas mal de contenu sur cette petite CLA que vous verrez pas sur YouTube. Il faut vous abonner sur Instagram pour le voir. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on commence, on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire je fais ville-route et tu fais autoroute. Tu l'as fait mal. Ouais, grave. Je fais... Enfin, t'as compris. Ouais. En même temps, il aime bien raconter plein de trucs dans la voiture et tout. Ouais, pendant 10 minutes, vous allez vous trouver avec lui. Donc moi, je vous laisse d'ailleurs, parce que c'est lui qui a parlé. Attendez, stop. Dans quelques semaines, vous verrez l'essai de la Polestar 4. J'étais malade, donc je vais laisser toute la Polestar 4 pour lui tout seul. Il est resté une demi-heure à détailler chaque bouton, donc arrête. Mais avant de partir, un petit mot du sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, c'est PowerDot. Donc PowerDot, c'est quoi? C'est un réseau de recharge, évidemment. Et c'est tout simplement le réseau de recharge numéro 1 en France sur le nombre de stations. Ah ouais? Eh ouais, 1100 stations, 7000 points de charge. Et c'est aussi le 3e plus gros réseau européen avec 11 000 points de charge. C'est énorme. PowerDot, c'est un réseau qui est spécialisé dans la recharge à destination. C'est pour ça qu'ils sont implantés sur des parkings de supermarchés, sur des parkings d'hôtels, sur des parkings de restaurants. Comme ça, vous pouvez faire une recharge pendant que vous faites vos courses, pendant que vous dormez ou pendant que vous mangez. Par exemple, ici, on est sur le parking d'un Grand Frais et Marie Blachère et même Picard. On va peut-être pouvoir aller bouffer un morceau du coup. Voilà. Charge en temps masqué. Bon du coup j'y vais, hein, tout de suite. Non mais attends, on a des trucs à dire encore. Ah bon. Pour recharger chez PowerDot, c'est très simple. Carte RFID, carte de recharge quoi. Carte bleue. Carte bleue. Mais on peut aussi recharger par une autre méthode, c'est-à-dire avec son téléphone en scannant un QR code. Et cette méthode, elle est intéressante parce qu'il y a un code promo qui s'affiche en bas depuis le début là. On vous montre comment on fait. Donc comment ça se passe sur la borne? Un petit QR code, on scanne le QR code. Voilà. D'ailleurs toutes les indications sont indiquées ici là. Je suis sur quelle borne? La borne 3. Je peux payer par Apple Pay, putain ça c'est trop cool. Ça c'est vachement pratique. Ouais c'est génial. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rentrer les numéros de CB. Ou Google Pay je suppose. Hein. Oui voilà. Ensuite ici je peux taper mon code promo. Ici je mets le code promo la chaîne 15 et j'applique le code promo. En tapant ce code promo c'est 15% de réduction. Et ensuite je descends, j'accepte les termes et conditions et je paye. Je cache mon numéro parce que je veux que personne ne le voit. Alors là il y a une super jolie animation qui dit branchez votre véhicule sur la prise 3. Tac. Et là, on regarde l'appli. Ok, la recharge a commencé. On est à 13%, c'est parti. La puissance est indiquée, l'énergie ajoutée est indiquée. Le prix est indiqué. C'est plutôt quali, hein. C'est hyper top. Expression de Jeanne. Pour trouver des bornes, PowerDot, comment on fait? C'est simple, hein, les outils GPS classiques ou encore mieux ChargeMap ou d'autres. Hein, il y a d'autres applications comme ça qui permettent de trouver des bornes. Et chez PowerDot, ce qui est cool, c'est que en cas de problème, sur toutes les bornes, il y a un numéro, une hotline. Je vous montre, c'est ici, là, boum, la hotline. Et ça, c'est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, avec le code promo, la chaîne 15, c'est 15% de réduction sur votre recharge. C'est pour tout le monde, là. Par contre, c'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps, jusqu'au 15 novembre, donc dépêchez-vous. Et maintenant, on retourne dans notre CLA pour le trajet ville. C'est parti. Allez. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation.
Bon, et bien voilà, me voilà à bord de la CLA. Allez, on fait un petit tour, on regarde un petit peu comment c'est à l'intérieur avant de partir. Donc ça, c'est l'intérieur de la Mercedes CLA. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais été en Chine, au salon de Shanghai, j'étais monté dedans, j'avais été hyper déçu. Et je suis quand même toujours un peu hyper déçu parce que cette grande plaque en plastique là, c'est pas hyper classe. Bon, par contre, c'est quand même pas trop mal fini. Là, on est dans un intérieur rouge et noir. Alors moi, je déteste. Je trouve ça hyper moche, mais Alex aime bien. Mais Alex, il met des stickers orange sur sa voiture. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier au goût d'Alex? Je ne crois pas. Le réglage des sièges est ici sur la porte. Ça, c'est très Mercedes. On a ici des boutons pour régler les rétros et pour ouvrir les fenêtres. Malheureusement, on est sur ce putain de mode avec le bouton rire. C'est marrant parce que les leviers de fenêtre, ça fait une queue de baleine. C'est joli, hein. Bref, faut appuyer sur le bouton rire pour ouvrir et fermer les fenêtres arrière. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un bouton tactile, donc quand on appuie dessus, on le sait. Donc on peut appuyer dessus sans regarder en conduisant, ça c'est cool. Sinon, la console centrale, ici, on a un port à induction. Ici, on a deux porte-gobelets. Ici, un rangement qui est assez profond. Ici, on a une barre de boutons qui est haptique. Et beaucoup de choses sont haptiques dans la voiture. C'est assez rigolo parce que Volkswagen a dit le haptique on arrête, ça fait chier tout le monde, c'est vraiment de la merde. Et Mercedes continue. C'est vraiment dommage. Donc ici, on a des boutons pour changer le mode de conduite, passer en mode parking, etc. Discuter avec la voiture et puis régler le volume. On a un grand écran central. Et devant le volant, ici, on a un écran qui est paramétrable. Alors, il y a deux modes dans ce volant. Il y a le mode old school, comme ça, avec les vieux compteurs, etc. Et au milieu, tout ce qui est paramètres, consommation, et on peut même afficher le GPS. Ça, c'est un peu le mode ancien, mais qui affiche beaucoup de choses, c'est intéressant. Et quand on glisse ici le doigt comme ça, on passe sur le nouveau mode où on a le GPS en full screen. Et là, ça fait un peu plus moderne. Et si je descends, j'ai le deuxième affichage qui est le mode réalité augmentée, enfin, vue de ce que voit la voiture. Donc là, il y a une voiture à gauche, une voiture à droite, une voiture en face, une voiture en face, une voiture à droite, une voiture à gauche. Et ça marche plutôt pas mal. Ça met des bâtiments en 3D, etc. C'est plutôt pas mal, même si des fois, ça fait des erreurs d'analyse. C'est quand même pas mauvais. Donc, pour rouler, c'est ici. Marche avant, marche arrière, le bouton au bout pour repasser en mode P. Et ce bouton, il permet aussi d'allumer la voiture. Quand on rentre dans la voiture, et si on met le pied sur le frein, la voiture s'allume toute seule, mais on peut aussi l'allumer en appuyant sur le bouton ici. Ça fonctionne. À gauche, bon bah classique, essuie-glace, plein phare et clignotant. À noter que c'est assez marrant l'essuie-glace, il y a un mode auto pas fort, un mode auto fort et un mode permanent. Et ça marche plutôt pas mal. Et puis on va jeter un coup d'œil au volant. Le volant, c'est une tannée. Donc tout est en tactile, retour haptique. Enfin, quand on appuie des fois ces boutons, mais ensuite on peut gérer en haptique. Là, c'est boutons, mais là, c'est plein de systèmes où il faut appuyer haptique. Enfin, franchement, j'aime pas. Et en plus, surtout, sur le volant, il n'y a aucun moyen de passer à la chanson suivante. Par exemple, quand on écoute de la musique sur Spotify, il n'y a aucun bouton sur le volant pour dire je passe cette chanson. C'est dingue. Il faut passer ici par l'écran et changer. Alors oui, voilà, j'ai écouté du Lara Fabian. Ne me jugez pas. Sinon, on va parler aussi un peu de l'OS. C'est plutôt pas mal. Donc je pense que c'est basé sur Android Automotive. Pourquoi? Parce que je retrouve Vivaldi Browser. Peut-être que c'est un indice. Donc au niveau des apps, il y a des apps. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on peut tout ranger, on peut tout modifier, on peut créer des groupes, etc. On a de la musique en ligne avec Amazon Music, Audible, Spotify. Je pense qu'il y a Tidal. Hein. Il y a un... Alors, c'est où? Il y a un store ici où il y a des applications et je pense qu'il y en a d'autres. Voilà, là, on a du meeting, il y a des jeux, il y a Twitch, il y a YouTube Web, ça on l'a déjà, je vous montrerai tout à l'heure. Zoom, Disney+, Tidal, voilà, qu'on peut installer. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc, comme je le disais, on a aussi de la vidéo avec Disney+, YouTube, on peut en avoir d'autres, hein. Il y a des jeux. Bref, il y a plein de petits menus. Le menu charge et service, il est très cool. On en reparlera plus tard. Et puis après, on a un raccourci voiture ici qui permet d'activer et désactiver pas mal de choses. On va désactiver l'attention conducteur parce que c'est assez pénible. Ça nous rappelle plein de fois qu'il faut aller boire un café. Et on peut virer l'alerte franchissement de ligne et l'avertisseur sonore de survitesse qu'on peut aussi virer en appuyant ici et qu'on peut aussi virer en appuyant longtemps sur la touche mute. Ici, on a aussi un petit menu siège où on peut régler les positions, le siège chauffant, le siège massant qui est absolument nul. Franchement, prenez pas l'option. C'est juste un truc gonflable en bas du dos. Aucun intérêt. Bref, l'OS, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas ouf, mais il est pas mal. Donc, on va se mettre en mode Ioniq 28 Challenge. Donc, normalement, le Ioniq 28 Challenge, c'est de 18 à 25 degrés. Il fait 14,5. On est un peu en dessous. Il n'y a pas le choix. C'est aujourd'hui ou jamais. On l'a dit dans l'intro. En mode de régène, on se met à la régène la plus forte. La régène, c'est ici. C'est pas mal. Ça évite de mettre des palettes. C'est assez simple. Il y a marqué Shift au-dessus. Quand on pousse, on réduit la régène. Là, vous voyez que je suis passé en D+. D+, c'est roue libre.
Et quand on tire, là, on passe en régène entre guillemets normale qui est quand même faible. Et quand je retire, je passe en D- qui est la régène forte. Et la régène forte donne le one pédale qui est marche avant et marche arrière et permanent. Si j'éteins la voiture et que je la rallume, je serai encore en D-. Ça, c'est cool. En mode de conduite, donc c'est ici, j'appuie et je me mets en mode confort, le mode normal. J'ai 4 modes, donc confort, sport, éco, normal. Et un mode individuel où on peut se dire bah, je veux que le moteur réponde en mode sport, mais la direction en mode souple, etc. etc. On n'est pas actuellement à 100%, on est à 85%, mais on a mis la voiture à 100%, on a mis les consos à 0 depuis la conso à 100%, donc aucun problème pour ça. Et on met la climatisation à 22 ici, voilà. Ici, on a le menu de la clim. On ne peut pas bouger les flux, hein. Les flux ils se bougent manuellement. Et j'ai mis la ventilation en mini parce que sinon ça fait un peu de bruit. Ici à 85%, la voiture me donne une autonomie de 487 km avec un max à 634. On va voir ce que ça donne. Il y a Alex qui attend qu'on ne peut plus. Et dernière chose, on va parler un petit peu à l'assistant vocal. Pendant qu'on est arrêté, c'est plus facile. Et surtout, pendant qu'on n'est pas au téléphone avec Alex. Donc on peut dire « Hey Mercedes !» Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux ouvrir toutes les fenêtres? Compris, j'ouvre les vitres. Ça, c'est pas mal quand même. Hey Mercedes! Bon, ça se lance pas toujours très bien, donc il y a un bouton là pour le raccourci. Ferme ma fenêtre. Je ferme la vitre. Donc c'est géolocalisé, ça marche plutôt pas mal. Donc je vais tout refermer à la main avec le bouton rire à la con. Donc l'OS, moi il me semble basé sur Android Automotive, mais c'est pas l'assistant Google, parce que si je lui dis horaire ouverture au champ Biganos. Que souhaitez-vous faire ensuite? Voilà, donc il comprend pas. Par contre, il est un peu connecté sur Wikipédia, c'est assez drôle. Qui est le président des États-Unis? Selon Wikipédia, Donald Trump est le chef de l'État des États-Unis. C'est mieux que les systèmes basés sur ChatGPT qui disent que c'est Joe Biden. Bon bah voilà, la voiture est prête, on peut y aller, on va appeler Alex. Et bonjour, j'allais m'endormir. Bah ouais, c'est long, hein. Il faut tout dire pendant qu'on est à l'arrêt, c'est chiant en roulant. Ouais, t'as raison, je ne critique pas. Hein. J'aurais juste dû m'endormir un peu. Pourquoi t'as pas fait une sieste? J'ai hésité trop longtemps. Allez, on passe en drive, et là on va voir si on peut faire des petites manœuvres, si ça bondit. Ah, c'est top. Et ça s'arrête tout de suite. Oh, il y a un petit effet de serrage de disque, mais... Alors, dis, ton mouvement, il est hyper fluide. Hein. Là, je roule, il n'y a même pas marqué 1 km/h et j'avance. Et si je m'arrête, ça s'arrête rapidement. Non, très bien. T'as jamais été aussi élégant, JC. Quand Mercedes CLA? C'est ça, et surtout avec un mouvement smooth comme ça, d'avancer au pas. Bon, donc, one pédale, marche avant, marche arrière, ça c'est vraiment top. Il y a un truc que j'ai pas dit à l'arrêt, là, c'est au niveau des matériaux. Bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt moussé. Là, c'est dur au milieu, mais on s'en fout. Là, par contre, le moussage, enfin, bon, c'est pas très... Ça fait pas très haut de gamme, quoi. Mais c'est une CLA en même temps. Donc c'est la série A, c'est pas une classe S. Hein. C'est vrai que c'est la première version que j'ai eue, c'est vrai que c'est un peu petit, c'est un peu dur de dire ça, mais on s'attend à avoir un habitacle plus grand quand on rentre dedans. Mais ouais, mais en fait, on nous l'a présenté, nous on avait presque l'impression que c'était une Model 3, mais en fait c'est beaucoup plus petit à l'intérieur qu'une Model 3. Hein. Bah moi, pour moi, c'était même quasiment une Ioniq 6, tu vois, donc... non. Bon, sinon, au niveau de la régène, je pense que la régène est très forte. Je pense qu'on va être aux alentours de 120 mètres. Moi, je dis 113, allez. Je dis 114. Oh, foiré. À 100%, a priori, tu as de la régène, mais toi, tu l'as rechargé tout à l'heure à 100% et tu m'as dit que tu avais l'impression que la régène était un peu limitée. Ouais. En partant, j'avais un peu moins. Alors, c'était conduisible, mais ouais, il y avait un petit peu moins et je pense qu'il fallait 2-3% pour retrouver la régène normale. Sinon, la sensation à la pédale de frein, moi, je trouve qu'elle est ultra bonne. Alors, vraiment, le dosage des freins, j'adore. Je trouve ça génial. D'ailleurs, je pense qu'il m'a évité un accident. J'en ai parlé sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Bah, en règle générale, feeling de son, accélérateur-frein, les deux, je trouve que le lien est vraiment hyper bon, quoi. Le confort des sièges, c'est un petit peu dur, je sais pas ce que t'en penses. Mes fesses ont du mal à se souvenir. Je me souviens surtout du masseur du siège qui était juste un lombaire qui me gonflait le dos et qui me poussait vers le volant. J'ai eu très peur parce que tu m'as dit les sensations de mes fesses, j'ai du mal à m'en souvenir. Je me souviens juste du masseur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous raconter comme histoire? Oui, non, je ne parle que de cette scène-là. C'était au Cap d'Agde en 2023 et il s'appelait Roberto. Avant que je lance ma boîte de vente de barres de pole dance. Et au niveau des suspensions, moi je trouve que c'est un petit peu raide, assez pour être sportif, mais que sur autoroute c'est quand même confortable. C'est un bon mélange. Un mi-dur mi-mou de la suspension encore, tu vois. Le VESS, donc le bruit que la voiture fait à moins de 30 km/h pour avertir les piétons. Franchement, la voiture elle fait pas de bruit. Hein. Par contre, la voiture a des bruits à l'accélérateur et on peut les choisir. Il y en a au moins 6 ou 7. Et d'ailleurs, quand on démarre la voiture, si on a choisi un son, elle fait un son, c'est hyper bizarre. Quand on ouvre la voiture, elle fait un son. Il y a un son activé là ou pas? Expérience sonore, c'est ici, on en a plusieurs. Moi j'aime bien le Silver Wave.
c'est celui qui fait un petit peu un bruit de moteur. Tendez bien l'oreille. Hein, pourquoi ça le fait pas? Bon, ça le fait pas, je comprends pas ce qui se passe. Android Auto, Apple CarPlay, sans fil évidemment de série, ça c'est cool. Mais dans une petite fenêtre. Ouais, enfin moi surtout sur Android Auto, j'ai trouvé qu'il était particulièrement petit au milieu. Le bon côté, c'est qu'on a accès à tous les menus de la voiture en permanence malgré qu'on ait Android Auto ouvert. Et encore une fois, il y a tellement d'applications dans le système, en particulier quand tu écoutes de la musique et tout, que finalement Android Auto, à part vouloir passer par Waze ou à des trucs un peu particuliers, dans la vie de tous les jours, t'as pas besoin de le connecter, donc c'est pas très grave. Et Android Auto communique bien avec toute la voiture parce que du coup on a le GPS derrière le volant qui prend bien en compte la navigation Android Auto et le tête haute également. Donc sinon, il y a un multiprofil avec reconnaissance faciale pour régler les sièges directement au choix du conducteur. C'est plutôt intéressant parce que des fois on rentre dans la voiture avec chacun sa clé et la voiture peut se demander qui est le conducteur. Bah là c'est la caméra qui est ici, qui définit qui est au volant et met le siège en fonction. Je trouve ça vraiment très cool ça. Il y a une application mais j'y ai pas eu accès et je pense qu'Alex non plus. On n'a pas accès quand on a l'application en tant qu'utilisateur temporaire, on a accès à quasiment aucune fonction. Et sinon bah là en ville c'est hyper agréable quoi. Franchement la pédale d'accélérateur elle se dose hyper bien. On est quasiment au niveau de Tesla et même en termes de quand tu appuies, mais ça on en reparlera sur la route et peut-être sur l'autoroute avec toi Alex, mais au niveau de l'accélération, malgré le fait qu'elle fasse pas 500 chevaux quoi, et qu'elle fasse pas un 0 à 100, parce que son 0 à 100 il est pas ouf, il est en 6 secondes et quelque chose, 6 secondes 7, et ben elle donne des sensations cette voiture. Bah en fait ce que j'aime moi c'est que le fait de pouvoir accélérer avec la voiture, on a vraiment le son qu'elle bondisse, on a le capot qui se cabre un peu, et dès que tu relâches, bah elle redescend tout de suite et vraiment elle décélère tout de suite. Contrairement à d'autres voitures qui peuvent un peu rester sur leur élan, et ce qui rend le côté un peu mou, alors que là on sent que c'est péchu, même si comme tu le dis, bah, c'est pas forcément hyper puissant, mais ça donne des bonnes sensations. Je trouve que c'est un cran en dessous de la i4 iDrive 35 qui a un moteur équivalent, mais ça reste super bon. Par contre on le verra sur la route, donc il y a une boîte 2 vitesses sur cette voiture. Et parfois la voiture a des réactions bizarres quand on réaccélère. On a presque l'impression que des fois elle fait un kickdown et qu'elle revient de la 2 à la 1. Et du coup on a des trous à l'accélération à haute vitesse. C'est assez étonnant, mais vraiment genre dans le top des voitures à conduire à moins de 300 chevaux quoi. Moi ça a été directement une surprise d'avoir un aussi bon feeling quand je l'ai pris dès les premières minutes en fait. Allez, je passe le passage à niveau. Ouais, c'est bon, hein, franchement. Bon, eh bien, on se retrouve à la fin de la ville pour voir si le fait de rouler sur un sol un peu mouillé a fait surconsommer l'Ioniq et où on en est avec la Mercedes. À tout de suite. Bon, ben on avance tranquillement là vers la fin de la ville. Deux petites choses. C'est Alex qui m'a fait remarquer ça. En fait, les boutons ici, si on veut bien les utiliser avec le pouce sans se péter le pouce, il faut mettre la main ici. Et là, on a tous les boutons. Vous voyez ou pas là? Le problème, c'est que si je me mets comme ça, j'ai plus accès au clignotant. Si je veux avoir bien accès au clignotant, il faut que je me mette ma main ici. Voilà, là, je clignote. Sauf que après, pour aller toucher les boutons du volant, je me pète le pouce pour aller les chercher. Donc en fait, il faut faire hop, 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 hop. Ça, c'est un... De toute façon, on est d'accord, Alex, le volant, l'ergot du volant, il pue du bout, comme on dit. Ouais, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça, justement, ces boutons avec les pouces, c'est vraiment pas accessible correctement. Par contre, le feeling du volant en lui-même, par contre, je le trouve top. Ouais, il est assez épais. Ouais, il a la bonne taille et tout. Il a la bonne grosseur et la bonne taille, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as excité une partie de nos viewers, là, tu sais. C'est le bon sizing. Et un truc au final, je me rends compte que j'apprécie chez Mercedes. Est-ce que c'est parce que je vieillis, qu'on voit moins bien, etc. Mais il faut avouer que c'est agréable d'avoir des interfaces graphiques où le texte est pas écrit trop petit. On sent que malgré tout, Mercedes a aussi une vocation à attirer des personnes âgées aussi. Bah, au final, c'est pas désagréable. Ah, gros bouton. On a des gros boutons quand on est petit et après on a des gros boutons quand on est très vieux. Voilà. Et moi, je voulais dire que j'ai retrouvé le menu où on active les sons. Écoutez bien, l'accélération. Est-ce que vous avez entendu? Il y a plein de sons différents. Et a priori, dans les options, on peut même mettre le son à l'extérieur. Donc Alex, tout à l'heure, il s'est mis à côté de moi. Et il m'a dit, j'ai entendu un son de moteur. C'est assez rigolo. Tout est activable, désactivable. On peut mettre exactement ce qu'on veut. Et il y a plein d'ambiances sonores. Donc on peut mettre des trucs un peu moteur thermique et des trucs plus futuristes. Vaisseaux spatiaux. Bah moi, pour le moment, franchement, cette Mercedes, c'est peut-être la première Mercedes où je me dis c'est une voiture que je pourrais avoir. Attends, j'ai un truc là. Il y a marqué Traffic Light View. Oui, tu peux activer les feux. Il filme les feux, ok. Parce que regardez, si je dis que je veux aller à l'île de Ré, par exemple, j'ai aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée qui me dit où je dois tourner sur un écran ici avec les flèches posées sur la vue caméra. Et là, vous allez voir dans le rond-point, voilà, là, il y a les flèches derrière qui me disent que je dois tourner. Donc, je vais l'écouter. Alors ça, évidemment, c'est une option. Hein. Et là, il y a les flèches qui me disent c'est là que tu dois aller.
Alors ça serait quand même plus adapté qu'on le voit derrière le volant ou dans le tête haute, parce qu'au milieu, je trouve que c'est pas ce qui est le plus visible. Grave, dans le tête haute, c'est trop bien à la Volkswagen. Bon, donc il pleut, donc c'est chiant, mais bon. Bah là, moi, j'ai une conso au-dessus de la normale. De toute façon, on mettra un petit picto dans le classement sur le site, réalisé sous temps de pluie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ben voilà, on est arrivé à la fin du trajet ville. Ça y est. Je raccroche, mon cher Alex. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je me mets en paix et ça a probablement serré le frein à main. Il n'y a aucun voyant frein à main, on sait pas. De toute façon, j'ai aucune tirette de frein à main nulle part. Si, là. Ah si, non, ça avait pas activé le frein à main, dis donc. C'est en poussant que je l'ai mis. Ah, c'est chelou, ça. Donc, on va faire une compète de vitres avec Alex. Là, je sais qu'il va gagner, hein. Donc, pour information, la Ioniq 28 éclate tout le monde. Sauf qu'elle s'est fait éclater par le V4. Allez, 3, 2, 1. Hop. Hop, la Mercedes a perdu, la Ioniq a gagné. On regarde la vitre arrière. Alors, attendez, il faut que j'appuie sur le bouton rire, ici. Oh, c'est abusé. Ah, mais, par contre, je trouve que pour du premium, c'est quand même très choquant. Surtout que, enfin, après, c'est pas la voiture avec chauffeur, normalement, celle-là, mais... Oui, non, pas celle-là, non. Je referme pour pas trop mouiller ma voiture. Très bien. On peut se parler comme ça, hein? Très bien, très bien. On passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, allez, Shifumi. Allez, vas-y. Shifumi. Oh non! Ça, mais on fait tout le temps ça! On fait tout le temps pareil, c'est chiant. Shifumi. C'est épuisant. Shifumi. Ouais. En fait, je pense qu'on a la même réflexion. Shifumi. Ouais! Allez, je pars en premier. Vas-y, passe derrière. Donc, on va regarder la caméra de recul vite fait. Donc, ici, je pense pas avoir une vision 360. Ah, si. Je peux la faire tourner un peu? Attends. Je peux voir les côtés. C'est pas la bonne couleur de la voiture, ça m'énerve ça. L'avant, l'arrière et la vue du dessus. Mais il se passe rien. Et si je passe en marche arrière, hein, quand Alex passe, ça me dit pas n'y va pas. Ça, c'est étonnant, ça. Allez, on est parti. J'ai donc tu recules pour voir ta caméra rentrer. Oui, parce que la caméra est cachée dans le logo Mercedes. Je vais essayer de le filmer, ça, pour vous le montrer. Elle est rentrée ou pas? Non, pas encore. Attends, regarde, si je passe en P, ça va le faire. T'es prêt? Bah non. Ah, c'est... Et pourtant, quand tu actionnes la poignée, il n'y a pas la caméra. C'est-à-dire que quand tu manipules la poignée, il n'y a pas la caméra. Et quand ça fait sortir la caméra, ça la fait sortir d'une petite trappe dans la poignée. C'est dingue. Une caméra érectile, on pourrait presque dire, quoi. D'accord. Bon, allez, on est parti. Donc, rapidement, on va se mettre au régulateur de vitesse. Alors là, c'est vraiment tout ballot. On a un bouton ici, là. Quand on appuie dessus, on passe soit en régulateur, soit en limiteur. Il y a un limiteur, c'est cool. Une fois qu'on est passé en régulateur, il suffit d'appuyer sur le bouton raise ici. Si aucune vitesse n'était programmée avant, ça nous lance à la vitesse à laquelle on roule. Là, on était à 66, on peut rouler à 80. Ça s'est mis à 66. Mais si je rappuie dessus, bam, ça va me mettre à la vitesse à laquelle j'ai le droit de rouler. Donc, ça me met à 80. Donc c'est génial. En plus, la voiture lit pas mal les panneaux. Donc vous êtes au régulateur et à chaque fois que ça change de vitesse, vous regardez dans votre tableau de bord ou dans votre tête haute, parce que la voiture a une tête haute. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, tiens, je suis une grosse merde. À quelle vitesse vous pouvez rouler? Vous appuyez sur ce bouton raise et boum, ça ajuste le régulateur à la vitesse du panneau. C'est génial. Il y a même une option qui active le changement de vitesse automatique, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau panneau, la voiture s'adapte. Et en plus, ça s'adapte de façon proactive, c'est-à-dire que si vous êtes à 90 km/h et qu'il y a un panneau 80 dans 100 mètres, la voiture va ralentir pour être à 80 au panneau 80, c'est génial. Qui plus est, le régulateur de vitesse, il s'adapte pour prendre les ronds-points. C'est-à-dire que si vous êtes à 80 au régulateur de vitesse, il y a un rond-point devant. La voiture ralentit, prend le rond-point à 25 km/h et accélère derrière. Mais on a déjà testé et c'est plutôt très mou du genou et tu feras mieux de le faire toi-même. Ah ouais, alors là c'est même plus que trop mou du genou. Hein. C'est mou de tout le bas du corps quasiment. Donc là, je suis à 24 km/h dans le rond-point. Là, je touche à rien. Hein. Là, clignotant à droite. Ah, mais si, là, la voiture accélère mieux que tout à l'heure, Alex. Si, là, c'est pas mal. Ouais, ça avait l'air mieux que tout à l'heure, effectivement. Je passe au lane assist. Le lane assist, donc, quand on lance le régulateur, ça lance automatiquement le lane assist. On peut aller ici dans le menu voiture pour dire « Hey, je veux pas de l'assistant de direction ». Donc, on peut le désactiver, activer, mais c'est dans l'écran. Et donc, la voiture reste au milieu de la voie. Elle suit les lignes. Donc là, il n'y a quasiment plus rien à faire. Elle ralentit, elle accélère et elle suit la voie toute seule. C'est cool. Par contre, on peut pas
mettre que le maintien dans la voie sans régulateur. Volant capacitif, donc pas besoin de bouger le volant pour maintenir le système en service, ça c'est cool. Et il y a également donc l'alerte de franchissement qui est active tout le temps, lui par contre, qui a 3 modes, tôt, moyen, tard, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, je vous explique vite fait. Si je me laisse aller sur la voie d'à côté, en tard, la voiture va donner un coup de volant quand j'aurai franchi la ligne et pour me remettre sur ma voie. Si je me mets en moyen, ça donne un coup de volant avant de franchir la ligne et en tôt, ça donne un coup de volant genre 30 cm avant de franchir la ligne. Si vous êtes en moyen ou en tôt, même si vous roulez normalement, vous allez avoir des coups de volant bizarres. Non. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais le régulateur de vitesse, par contre, il ne s'adapte pas au GPS. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute et que vous devez prendre une certaine sortie, d'autres voitures vont commencer à ralentir à l'approche de la sortie, ce qui peut vous aider à vous rendre compte qu'il fallait sortir là. Là, elle ne le fait pas du tout. Si vous mettez le clignotant, elle ne ralentit pas. Bref, c'est vraiment que les ronds-points, quoi. Autre chose à propos du lane assist, on a vu certaines voitures où on pouvait forcer la voiture à se mettre à droite de la voie. On la forçait un peu, on lâchait et elle restait à droite. Ça, c'est bien quand on veut laisser de la place au milieu pour les motos, par exemple, ou simplement si on veut conduire un peu éloigné des camions. Elle peut le faire à gauche aussi, sinon. Mais hein? C'est-à-dire, tu parlais que de se mettre à droite. Donc en fait, t'as des voitures, elles se mettent à droite, c'est tout. Elles font que la droite. Oui, d'accord, mais c'est parce que j'étais à droite. Des voitures très à droite et des voitures très à gauche, faut le savoir. Voilà, bah, elle veut pas. Si tu la mets à droite, là, donc le lane assist, il est actif, il dit ok, je suis là. Si je la lâche, elle va revenir tranquillement au milieu. D'ailleurs, c'est un truc qui est ouf avec ce lane assist. Et Alex en parlera peut-être sur l'autoroute tout à l'heure. Quand on change de voie, quand on met les clignotants, le lane assist reste activé. Il se désactive pas quand on met les clignotants. C'est-à-dire que même si on est en plein milieu des voies en train de changer de voie, on lâche, la voiture se mettra sur une voie ou l'autre. Mais elle n'est pas en mode je t'ai lâché complètement. C'est assez fou. Et donc, c'est un système quand même qui est plutôt cool. Il s'adapte à la vitesse manuellement ou automatiquement, volant capacitif, tout. Putain, c'est bien quand même. Ça s'appelle le MB Drive Assist, je crois. Et c'est une option, hein. Et d'ailleurs, on a tourné ce matin l'autopilot challenge de la voiture. Donc, on a testé le régulateur et le lane assist sur nos épreuves. Et la vidéo sortira bientôt, enfin dans quelques semaines, au moins 2 mois. C'est plutôt pas mal, vous verrez ça. On sait juste... Alex, je pense qu'on est d'accord. Un tout petit peu chier dans le froc dans le S de la mort. Oui. Enfin, j'ai connu pire quand même. Non, voilà, on a fait une micro-perle, quoi. On n'a pas complètement chié. Une micro-perle. Oh. Je ne veux pas surenchérir là-dessus. Même moi, j'ai honte de moi. Et on va parler de 2 choses aussi. C'est premièrement l'éclairage de nuit. Donc, cette voiture, elle est feu matriciel parce qu'elle a le pack, je sais plus quoi, Premium Plus. Et ça marche plutôt pas mal, Alex. Alors moi, j'ai trouvé ça, c'est très bien fait. Mais une petite pointe de déception quand même. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes que ceux qu'on avait testés sur le QE. On n'a pas les petits carrés vraiment qui font le tour des voitures. On sent que c'est plus basique, mais ça fait partie des, pour moi, quasiment les meilleurs que j'ai pu essayer. Elle est seconde derrière sa grande sœur, quoi. Et dernière petite chose dont on peut parler, c'est le son. Donc là, pareil, on a le pack Premium Plus qui a le son Burmester. C'est excellent. Je sais pas si tu es d'accord, mais... Alors, j'ai pas trop essayé le son. C'est excellent. Voilà, prenez cette option, quoi. De toute façon, le pack Premium Plus, là, qui a 4300 €, qui donne le head-up display, le Burmester et le fait d'avoir entrée, fermeture de la voiture, démarrage sans clé, faut le prendre, quoi. T'achètes une voiture, elle coûte 52 000. Faut prendre cette option-là à 4000 balles, on n'en parle plus, quoi. En fait, en gros, ça veut dire que cette voiture, faut se dire qu'elle coûte 56 000 parce que c'est le minimum syndical, quoi. Et le tête haute, c'est tellement bien. Le tête haute, c'est trop cool. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent du tête haute, vu que c'est un peu standard aujourd'hui, mais il y en a qui connaissent peut-être le tête haute ancienne génération avec une vitre et qui ont peut-être été déçus de ces systèmes. Là, le tête haute, comme il existe aujourd'hui, où c'est une projection sur le pare-brise, ça a juste rien à voir. Donc, si vous pensez que vous n'aimez pas, réessayez ces systèmes-là. Alors, moi, je mets juste un petit bémol, Alex. Sur la Mini, c'est un tête haute sur une vitre et ça marche très bien aussi. L'important, c'est les datas qu'il y a dedans, quoi. Si c'est juste pour afficher la vitesse, c'est chiant. Mais si ça t'affiche plein d'autres choses, dont le GPS et tout, c'est top. Je vous affiche là maintenant une vision du tête haute quand on est en mode normal avec juste la vitesse, etc. C'est déjà pas mal. Et maintenant, je vous affiche une vision du tête haute quand on est au GPS parce qu'il y a carrément la map dans le tête haute. C'est trop bien. Bon, bah sur ce, on se laisse. Gros bisous. On se retrouve à la fin de la route. Et je serai sûrement devant parce qu'on va inverser les positions. Tout à fait. Bon bah c'est la fin du trajet routier, les conditions sont vraiment à chier, je suis dégoûté. Je crois que c'est les pires conditions qu'on ait eues pour le faire, mais bon, malheureusement la voiture c'était soit on le faisait là, soit on le faisait pas, donc là il n'y a pas le choix. Bref, on s'en fout, on arrive à la fin du trajet route, c'est le plus important. On va tester le diamètre de braquage. Est-ce que je peux tourner allègrement devant cette superbe petite Ioniq 28 ? Wow. Ouais, tu as touché là. Bon, il y a un bon diamètre de braquage, c'est pas mal. Youhou !
Très bien pour faire des manœuvres, tout ça. Et je voulais dire un truc, c'est que regardez, je recule, je lâche l'accélérateur, je passe la marche avant, j'accélère. Pas besoin de mettre le pied sur le frein quand on fait des manœuvres. Ça, c'est trop cool, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. Allez, je prends une photo. Je raccroche. Bah, c'est pas mal, hein? T'es comment niveau conso? Bah, je peux te dire que j'ai la même que la ville. Ah, ok. Bon, bah, allons sur l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Pendant qu'Alex cherche son micro, on va regarder un petit peu le planificateur. Sérieux là, tu vas me laisser en vrac en train de chercher le micro là. Non mais t'es là, c'est bon, tu prends ton micro, le temps que t'arrives, je vais montrer des trucs. Bon, regardez, ça c'est le GPS, il est assez sympa. Il fait un peu vieillot, mais finalement il est assez cool. Il y a les bâtiments en 3D et tout. On peut le passer ici, alors c'est dans les menus, ici, réglage, navigation. On peut le passer en vue satellite. Voilà. Donc c'est assez sympa. On va regarder vite fait dans tous les réglages. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Retire satellite, j'aime pas moi. Non mais c'est bon. Oh. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ici c'est pour prévoir des arrêts-recharge sur l'autoroute. C'est-à-dire que si on l'enlève, on n'a plus de planificateur. Ici on peut dire à combien on veut arriver à destination, 50%. On va baisser à 10. Et ici on peut dire à quel niveau de charge on veut arriver aux bornes. C'est quoi le minimum? Minimum c'est 0. On peut dire qu'on arrive à Rallye-Pâquerette. Rallye-Pâquerette. Exploitant de bornes de recharge ici. On peut dire... Juste c'est compatible avec le badge Mercedes ou tout le monde quoi. Voilà, c'est dommage, on aime bien quand on peut dire on veut naviguer que chez... Total, Unity, voilà. Fastnet ou autre. Symboles spéciaux sur la carte. Là on peut dire ce qu'on veut afficher ou pas sur la carte. Ce qui fait qu'après sur la carte ici, autour de nous normalement, si tu dézoomes, voilà il y a les bornes. On sait qu'ici il y a 6 bornes chez Xpeng. Donc allez on va se faire un petit trajet, on va dire qu'on va à Paris. J'appuie ici. Allez à Paris. Je planifie le trajet jusqu'à la destination Paris. Là, est-ce qu'on a une petite route? Non, là, il est encore en train de chercher des bornes. Là, pour l'instant, il nous a fait un trajet sans arrêt recharge. Ah non. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à Genève depuis Bordeaux. Il paraît, ouais. On a vu une pub qui dit on peut faire Genève-Bordeaux sans recharger. Non. Si on prend l'autoroute, évidemment non. Et là, on attend toujours. On est samedi, les serveurs, ils sont fermés, je crois. Il y a Alex qui s'endort. Ouais. Je me rends compte d'un défaut que j'avais remarqué déjà aussi sur l'autre Mercedes que il me semble qu'on avait testé, c'est que la ventilation fait beaucoup de bruit. La ventilation fait beaucoup de bruit. Et je pense même que la ventilation prend toute l'énergie de la voiture qui fait que le GPS n'arrive pas à trouver une seule borne de recharge sur la route. Bon, bah là ça marche pas, pourtant il y a marqué 5G en haut, hein. Tout a l'air d'aller bien. Bon, en attendant, on va vous montrer qu'on peut chercher des bornes sur la route. Vas-y. Donc là, sur l'itinéraire, donc là il nous met des bornes qui sont vraiment très proches, du coup je pense qu'on va plutôt essayer de faire ça là. Là c'est les très puissants, quand il y a 3 Voilà. traits c'est très puissant. Donc on va mettre celle-là, du coup là c'est des grosses puissances, et là, sur l'itinéraire, il en a un paquet. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle les place sur la carte en temps réel, Ah ouais, et quand on tu voit déplaces, vraiment où c'est ouais, exactement. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Et là ceux qui nous disent qu'il n'y a pas beaucoup de bornes en France, il manque le pas plus que 3 minutes de détour quoi. Mais par exemple 23, R2 Césac, très bien ça, il 10 sur 11, 400 kW, on clique dessus. Donc là, il y a le nombre de bornes en DC, le nombre de bornes en AC. On peut appeler. Je sais pas vraiment. Je sais pas qui on appelle là-bas, mais. Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que vos bornes sont disponibles? Ajouter arrêt, lancer. Voilà. Et donc là, si on fait ça, hop, on a notre petit arrêt à Césac. Ici, c'est là. Et est-ce qu'on voit à combien de pourcents on arrive à cet arrêt? Bah ouais, là, regarde, c'est marqué. C'est où? Attends. Mais non, mais c'est ça qui est pété là, il n'arrive pas à calculer. Bon, il y a un problème avec le serveur, mais normalement, il y a marqué en permanence à quel pourcentage tu arrives à destination ou à ton arrêt recharge. C'est marqué ici dans ce petit bloc là. Très bien. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut couper ou remettre le son directement d'ici. Pas besoin de faire 15 manipulations. Eh Mercedes, Je vous écoute. active le son du GPS. Rejoignez l'itinéraire indiqué. Alors, c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais je trouve que les assistants vocaux, quand ils sont bien faits, c'est trop bien. Parce qu'en fait, t'as plus rien à chercher, tu dis, hey Mercedes, mets le son du GPS, hey Mercedes, réduis, j'ai trop chaud, et t'as plus besoin de te faire chier à toucher l'écran et tout. Ah, sauf que moi je lui ai demandé quand même comment Je n'ai désactiver. pas bien compris. Vous pouvez répéter. Par contre, faut qu'elle déstresse un peu par contre. Par contre, faut pas dire le mot Mercedes Ouais. dans la voiture, sinon elle croit qu'on lui parle tout le temps. Par contre, quand on dit hey Mercedes, une fois sur deux, elle te répond pas. Non, c'est vrai. Faut dire Merco. Pardon? Ouais. Bon, allez, je pars dans ma Ioniq. Donc, elle a toujours pas trouvé l'arrêt recharge. Donc là c'est top, je suis monté dans la voiture, elle a reconnu mon profil par la reconnaissance faciale et ça a mis directement mon siège au bon réglage. Donc ça, faut avouer, ça c'est pas mal. Il y a un truc que je me rappelle plus. Est-ce que le volant il est réglable électriquement?
Non, c'est une tirette en dessous. Donc c'est dommage. On fait un petit Shifumi avant? Shifumi. J'ai gagné? Bah oui. 2 fois de suite. En fait, on a tourné un épisode Polestar 4 que vous verrez après parce qu'on pense que la Mercedes, c'est plus important de la faire rapidement ou il arrête pas de gagner. Que je vends un peu la mèche. Mais il reprend du poil de la bête en ce moment, le petit Alex. Donc je passe devant, c'est parti. On est parti, on a remis à 0. Cette voiture, c'est une rouleuse, on le sait, 85 kWh de batterie, recharge rapide. Enfin, très rapide même. Très rapide. Ouais, mais maintenant, il y a Xpeng en 12 minutes, donc ça devient presque que du rapide, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Mercedes nous a vendu que c'était une voiture ultra efficiente. Donc là, je t'ai activé le son, tu vas pouvoir accélérer. Ah, je sais pas, parce que c'est mon profil. Ah non. Non, j'ai pas de bruit là, moi, quand j'accélère. Eh ben tant pis, tu rates. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de puissance quand on accélère, alors que pourtant, c'est pas un 0 à 100 foudroyant en fait par rapport à d'autres voitures qu'on conduit. Mais là, j'ai presque l'impression qu'elle est plus réactive que ma voiture, qui pourtant, la mienne est plus puissante et un meilleur 0 à 100. Je voulais juste dire, moi je la trouve très très dynamique, mais je trouve que le train avant, il pourrait être un poil plus incisif, comme une BM ou une Tesla, je trouve. Et c'est juste ce qui fait qu'elle est un tout petit cran en dessous de BM, mais sinon c'est vraiment top. C'est largement au-dessus de tout ce qui fait 280 chevaux qu'on a testé jusqu'à présent, quoi. Bon allez, moi du coup j'ai appuyé sur Raise, du coup régulateur, j'ai appuyé une fois pour me mettre à ma vitesse, une deuxième fois pour me mettre à la vitesse des panneaux 130. Du coup maintien dans la voie, c'est activé tout seul. Et on est parti, je touche plus à rien quasiment à part le volant. Et donc là je peux régler sur le bouton en bas à gauche, là, la distance avec celui qui me précède, donc j'ai 4 niveaux, 4, 3, 2, 1. Donc on est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, pour faire un long trajet rapidement, il y a 3 facteurs. Avoir une batterie suffisamment importante pour avoir suffisamment d'autonomie pour limiter les arrêts, mais également une consommation la plus basse possible pour que du coup on exploite au mieux la batterie pour encore plus faire une grande distance sans recharger. Et après le troisième point qui est même peut-être le plus important pour aller le plus vite possible, c'est la recharge rapide. Donc là en l'occurrence cette voiture, on est à 85 kWh si je dis pas de bêtises au niveau de capacité. La consommation on le saura à la fin de cet essai et le temps de charge c'est 21 minutes pour faire le 1080 qui est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, comme on le dit souvent. Maintenant Xpeng c'est 12 minutes, il y avait très longtemps le 800 volts qui était à 18 minutes, mais bon 21 minutes ça reste quand même très acceptable, ça reste quand même dans les meilleurs élèves malgré tout. Si elle consomme comme une Tesla, c'est-à-dire en gros 16, 5, 17, et elle a une batterie de 85, donc plus gros que Tesla, et qu'elle recharge en 10 minutes de moins que Tesla, ça en fait une rouleuse de psychopathe. Ouais, c'est clair. T'es pas obligé de rouler toute l'autonomie de la batterie, tu peux t'arrêter quand t'es à 30% parce que t'en as marre, faire un petit appoint jusqu'à 80, ça va durer 15 minutes et c'est vraiment le temps d'un arrêt pipi, quoi. Et d'ailleurs les 21 minutes, je les ai vérifiées. J'ai été faire une charge sur une borne de 400 kW et j'ai mis 21 minutes. Et je vous montre la courbe de charge, elle est disponible sur la chaîne ev.fr, rubrique courbe de charge. Il y a plein de courbes de charge. Vous pouvez même comparer cette courbe avec par exemple celle de la Audi A6, je vous l'affiche, ou celle de la Ioniq 6 par exemple. Je vous l'affiche. Et vous pouvez même comparer combien de kilomètres on regagne en fonction du temps de charge, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, la chaîne ev.fr, rubrique courbe de charge. Et c'est d'ailleurs effectivement là où c'est vraiment ça qu'il faut comparer, c'est combien de kilomètres on récupère par rapport à en 1 minute ou en 5 minutes. Parce que au final on parle souvent de temps de charge 10,80, mais le 10,80 d'une voiture n'est pas le 10,80 d'une autre en quantité de kilomètres récupérés en fait. Et également donc pour recharger rapidement, forcément il faut que la voiture sache le faire, déjà c'est le premier point. Et également en hiver, on peut avoir quelques temps supplémentaires qui s'ajoutent parce que la batterie n'est pas à bonne température. Et pour limiter ça, on a ce qu'on appelle le préconditionnement. Et donc là, cette voiture est équipée du préconditionnement. Il est soit automatique, soit désactivable, mais il me semble pas qu'il soit manuel. Mais il y a un truc de dingue dans cette voiture que j'adore. Ah, moi aussi. C'est un menu, alors je vous l'affiche, c'est que la voiture vous indique à quelle puissance elle peut recharger à un instant T. Donc ça, c'est cool. Et surtout, elle vous indique qu'est-ce qui va limiter la charge ou quand vous vous branchez, qu'est-ce qui limite actuellement la charge. C'est-à-dire que si vous vous branchez sur une borne 150 kW, elle va vous dire la charge est limitée par la borne. Elle va l'inscrire clairement. Et si vous arrivez à 50%, elle va vous dire là la charge est limitée parce que je suis à 50% de batterie. C'est trop cool pour apprendre à comprendre comment marche une recharge rapide. Après, tu me dis que tu as eu des cas où c'était pas forcément hyper clair. Parce que tu vois qu'il était limité par l'infrastructure et aussi par la borne. Et donc, on ne savait pas trop à quoi correspondait l'infrastructure versus la borne, quoi. Ouais, c'est le problème des Allemands. Les Allemands, ils sont pas toujours très clairs dans leurs explications, je trouve. Donc, préconditionnement automatique ou désactivable. Par contre, pas possible de mettre de préconditionnement manuel. Donc, il faut forcément mettre une borne dans le GPS de la voiture pour qu'elle fasse le préconditionnement en approche de la borne. Et ça, c'est vraiment trop dommage.
Après, là où ça le sauve un peu, c'est que le GPS de la voiture est quand même pas mal. Il y a un planificateur avec pourcentage à l'arrivée, etc. qui est assez clair. Donc ça incite quand même à utiliser le planificateur de la voiture. Sachez que cette voiture, on va la remonter à Paris dans quelques jours. On croise les doigts, normalement il devrait faire pas trop moche et donc on va rouler sur du sec. Et on va faire ce qu'on appelle un road trip performance, c'est-à-dire qu'on va essayer de la pousser dans ses derniers retranchements pour faire la recharge la plus courte possible. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va faire mieux que l'Audi A6? Est-ce qu'elle va faire mieux que l'i17? C'est bientôt, c'est dans 2 semaines sur la chaîne EV. Donc abonnez-vous évidemment. Donc la voiture, elle a le plug and charge, elle est compatible auto-charge. Et ce qui est intéressant, c'est que Mercedes fait partie du groupe Ionity, enfin du consortium Ionity. Donc il y a un abonnement via Mercedes pour avoir Ionity moins cher. Par contre, il y a un élément qu'on n'a pas dit sur la recharge et qui est quand même pas négligeable, c'est que c'est une plateforme donc 800 volts qui charge du coup jusqu'à 350 kW, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, elle est donnée pour 320, je crois, mais moi je suis monté à 348. Par contre, la version actuelle ne charge pas sur les bornes qui sont en 400 volts. Donc si vous arrivez sur une borne 50-400 volts, vous ne pourrez pas charger du tout. C'était une volonté de Mercedes en disant maintenant l'avenir c'est 800 volts et il n'y a pas de raison, il y a quasiment plus de bornes petite puissance vraiment utile. Et en fait, vu que ça a quand même quelques inconvénients dans certains cas, il semblerait qu'en 2026, les CLA qui seront produites seront compatibles également sur les bornes 400 volts. En gros, la plus grosse limitation de cette voiture, c'est de ne pas pouvoir recharger chez Tesla en gros. C'est ça la limitation. Et encore, Tesla va passer petit à petit aux 800 volts, je pense, dans les 2 prochaines années. Donc bon, est-ce que c'est un vrai problème? Je sais pas. Parce que pour le coup, sur l'autoroute, toutes les bornes sont en 800 volts. Hein. Même les 175 kW, etc. En fait, je pense que Mercedes a fait ce choix trop tôt. Bon, sinon, ce que je disais tout à l'heure à propos du lane assist, là, où quand tu changes de voie, le lane assist se coupe pas, il t'assiste simplement. Il n'y a pas un changement de voie auto, enfin, il marche pas en tout cas, mais c'est un peu tout comme, c'est-à-dire que tu déclenches ton changement de voie et puis la voiture, elle t'assiste, elle va le finir toute seule en fait. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, le volant est pas trop verrouillé. Je peux toujours conduire dans ma voie, pourtant le volant reste vert. C'est juste quand je m'approche d'une ligne, là, il va me faire apparaître une petite ligne rouge sur le lane assist pour me dire attention, tu te rapproches de la ligne de gauche ou la ligne de droite. Mais par contre, j'ai la capacité à conduire la voiture et en même temps, dès que je lâche, il va rétablir la voiture au centre de la voie. Et même si je suis entre 2 voies, il va prendre la voie qui lui semble le plus proche pour aller dedans. Donc à aucun moment, il t'abandonne. Et ça, je trouve ça hyper rassurant. Par contre, le fait que le volant soit pas du tout verrouillé, on peut avoir la sensation que la voiture fait un léger louvoiement. Si elle n'est pas vraiment calée au milieu de la voie, quoi. Et moi, quand je l'ai ramené de Paris, il y avait du vent. Et parfois, elle louvoyait quand même un petit peu trop à mon goût. Et puis parfois, donc vu qu'il n'y a pas de blocage du volant du tout en lane assist, des fois tu reprends la main parce que tu trouves qu'elle se rapproche un peu trop de la ligne et après tu n'oses plus le lâcher parce que tu as l'impression que c'est toi qui conduis, que c'est pas encore elle. C'est trop bizarre. J'aime bien quand il y a un petit blocage un tout petit peu plus fort, faible mais quand même perceptible, qui te montre que là c'est elle qui conduit. Là je trouve que des fois c'est un peu trop flou. On sait plus où on en est. En tout cas, je pense que ceux qui sont pas très friands des lane assist ou autopilote seront pas trop impactés par cette Mercedes en tout cas. Allez, là je suis à 90, je mets le clignotant, je change de voie, à mi-voie elle accélère. Ça accélère correctement. Quand même, s'il te plaît. J'aurais peut-être mis un chouïa. Il y a une voiture devant toi. Donc non, mais en tout cas elle accélère à mi-voie, c'est très bien. Bon et bien sur ce, dans quelques kilomètres on fait demi-tour, Alex va passer devant, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, il ne pleut pas trop, petit point météo sur le bassin d'Arcachon, des éclaircies même devant nous, ça arrive un petit peu tard malheureusement. Et donc on arrive à la fin du trajet autoroutier. Et là, qu'est-ce que ça donne la CLA? J'ai pas envie du tout qu'il me donne un indice, j'ai pas envie. On donne toutes les consos à la fin de la vidéo, vous le savez. Et là depuis tout à l'heure, je suis derrière elle, je trouve les feux arrière vraiment jolis. Et je trouve que le blanc ne lui va pas du tout et je me dis un petit gris foncé mat ou un petit noir, peut-être un peu rouge, ça doit lui aller de ouf. Un gris mat foncé avec un petit liseré orange en bas de caisse là. Bon, on va bientôt arriver à la fin de l'autoroute. Oh, la régène là de la fin là. Encore un petit peu. Et là, on va tester un truc qu'on vous a pas montré jusqu'à présent, c'est le parc assist. Parce que cette voiture a l'option parc assist. Alors, je sais plus combien c'est, je l'ai mis sur ma fiche, je vous le dirai tout à l'heure pendant qu'il fera la manœuvre. Le parc assist sur cette caisse, c'est vraiment un des meilleurs européens. Xpeng et Tesla, c'est vraiment top. Et Mercedes s'est aligné, figurez-vous. Je vais me dire, je vais me garer là. Hop, celle-là. Là, j'ai dit que je peux mettre soit en avant, soit en arrière. Donc là, je me mets en avant, se garer maintenant. Je relâche le frein. Et là, je la laisse faire. Donc là, va se garer moi. C'est une base facile, hein. Vas-y, avance encore. Donc tu vas pas t'arrêter là, t'as recule. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que les voitures, plus il y a d'espace autour, plus elles font des trucs compliqués, alors qu'il y aurait eu des voitures de chaque côté, là, peut-être mieux fait que là. Donc en tout cas, on peut se garer en marche avant
et en marche arrière. Ça c'est quand même plutôt cool. Et les places sont détectées dès qu'on appuie sur le bouton P, là, dès qu'on roule lentement, on les voit direct. Il n'y a pas besoin de le faire avant, etc. Et on peut également sortir de la place. Si je mets marche arrière, je peux faire sortir de la place maintenant. Et là pareil, alors, je vais pas vous le montrer, mais elle sortirait de la place pour me permettre de repartir directement. Tout ça pour dire que le parking assisté 360, tout ça, 1450 € quand même. C'est un petit peu cher. C'est en série chez Xpeng. Je dis ça, je dis rien. On voit que j'ai consommé un peu plus que d'habitude parce que je suis bientôt dans le rouge. Ah, il fait son petit regard genre... C'est pas mal quand même là finalement. J'en ai rien à foutre, tu m'impressionneras pas et j'ai pas envie de te donner de l'importance. Donc les consos dans quelques minutes. Mais en attendant, on va aller mesurer le freinage régénératif de cette voiture qui est pour moi énorme. T'as dit combien? 114? 113. Et moi j'ai dit 114 mètres. Réponse tout de suite. Et hop là, test de régène, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est simple, Alex il va se mettre sur cette route départementale dans cette zone industrielle paumée et il va se mettre à 80 km/h et là on va faire différemment. On va faire un nouveau protocole et on va le dire sur le site quelles voitures ont le nouveau protocole et quelles voitures ont l'ancien. Avant on mettait la voiture à 80 km/h au régulateur et quand Alex arrivait devant moi il coupait le régulateur, mais on se rend compte que quand on coupe le régulateur, entre le moment où on coupe le régulateur et au moment où la régène se met en marche, parfois il y a un délai et sur cette CLA il y a un délai. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre au limiteur à 80, au pied comme ça. Et quand il va passer devant moi, il va juste lâcher. Parce qu'en fait, cette zone-là, c'est un peu compliqué. Regardez à la fois le compteur pour être sûr d'être à 80 pile. Et en même temps, il y a des petits... c'est un peu compliqué et c'est dangereux. Donc il va se mettre au limiteur à 80. Et quand il va passer devant moi, il va lâcher. Et on va mesurer la distance de régène. Donc Alex est en train de partir. Il a activé le son à l'intérieur, il kiffe, il trouve que c'est mortel. Et donc là, vu que c'est un nouveau fonctionnement, nouveau barème. Donc nous, on est toujours sur notre 120 à 150 mètres. Mais là, vu qu'il n'y a plus d'histoire de régulateur, peut-être que ça va être encore moins. Moi, je trouve que la régène de cette voiture, elle est parfaite, ni trop forte, ni trop faible. Et surtout, elle se met en place hyper agréablement, il n'y a pas d'à-coup. Ça, c'est cool. Allez, donc là, je me suis mis au limiteur à 80. Donc c'est moi qui accélère. Et arrivé au niveau du lycée, j'arrête d'accélérer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une flaque là, ce qui fait qu'il m'a éclaté, il m'en a mis partout. Donc là, elle décélère toute seule, je ne touche plus à rien. Ça va être un meilleur protocole, ça. On aurait dû le faire avant. Ouais, la distance, ça a besoin que ça freine très très fort là. C'est n'importe quoi. Ah, le petit son, c'est vrai qu'il est pas mal quand même. Ok, nouveau protocole, c'est n'importe quoi, 91 mètres. Et donc on va falloir qu'on revoie tout notre jugement en fait. L'ancien protocole, les anciennes distances n'ont plus aucun sens. Voilà, 91 mètres, c'est fou. Il est là. T'as l'air d'avoir très bien freiné quand même. Nouveau protocole, il va falloir qu'on revoie toutes nos distances. Tu sais combien de mètres t'as fait? Pas 98? 91. Ça n'a aucun sens. Bon, attention, je vais vous faire écouter le son extérieur de la voiture. Tu fais un petit démarrage. Écoutez bien l'accélération. Je sais pas si vous avez entendu, ça fait comme un bruit de moteur. Tu apparais comme une zone rouge au milieu de ma... Regardez la petite caméra. Ça m'a fait un coup de frein, laisse tomber quoi. Elle est dégueulasse la voiture. Vas-y, avance. Ça fait un petit rond rouge autour du JC. Elle fait un bruit, hein, on entend le bruit là. C'est un bruit de vent en fait. Enfin, il est derrière, mais c'est un bruit de vent quoi. J'avais compris. Mais derrière. Mais devant. Mais de vent. Comme ça, comme ça un peu. Mais il est derrière le bruit mais quand il même. est derrière, ouais. Ouais. Je voudrais vous prier de nous excuser pour la propreté de la voiture, mais nous venons de faire 150 km sous la pluie. Elle est absolument immonde. J'ai même fait un petit dessin CLA. Donc, au niveau du style, vite fait, cette voiture, moi, quand je l'ai vue, j'étais un peu déçu. Parce que quand même, il y a eu une énorme fame autour de cette voiture. Et on s'attendait à quelque chose de dingue. Un peu trop, je trouve, au final. Et au final, c'est une Mercedes, quoi. Assez simple, finalement. Ça reste une bonne voiture. Non, non, mais je parle de style. Hein. Ouais. À l'avant, on a vraiment une grosse filiation avec Smart. C'est pas assez badass, je trouve, moi. De nuit, on le voit mieux, mais donc il y a plein d'étoiles allumées. Est-ce qu'on regarde s'il y a un frunk? Ouais. On dirait qu'il y a des portes sans montant. Ouais. Moi, j'adore ça. Et poignées affleurantes. Une bonne porte. Hein. Donc là, tu as fait un double tirage parce qu'il faut double tirer. Pas de crochet. Pas de crochet. Vérin. Et un beau frunk. Ah oui, en même temps, c'est une propulsion. Ouais. Mais beau frunk, hein. À voir si dans la version 4 roues motrices le frunk est aussi gros, mais là il y a de la place. Hein. On va regarder le coffre. Alors tout à l'heure je vous ai montré le rétro caméra qui était dans le logo. Et c'est ça qui est assez fou.
c'est que quand on manipule la poignée qui est là, alors par contre elle est dégueulasse, ça c'est vraiment le point négatif. Quand on manipule la poignée, bah il n'y a pas la caméra, il y a une petite trappe. Là, on voit la trappe, bon bref. Donc le coffre par contre, l'ouverture elle est pas très grande, par contre c'est bien évidé sur les côtés. Bah, surtout que là ça prend de la place quand même, hein, cette partie-là. Là. Et c'est quand même assez profond. Bon il est petit mais c'est une CLA on rappelle, hein. C'est vraiment... voilà. En même temps, ouais, forcément je vais comparer avec ma Ioniq 6, je suis pas sûr qu'il soit pas même plus grand parce qu'au final, vu que là il n'y a pas l'arceau, il y a quand même de quoi passer des choses. Ah, le dessus de l'habillage est pas quali. On regarde s'il y a un sous-coffre. Ah. Ah ouais, alors là c'est moins grand. Ouais. On a les deux boutons. Ah, ils sont partis, mais on a le bouton pour fermer le coffre et le bouton pour fermer et verrouiller toute la voiture. Et d'ailleurs, petit détail, c'est vrai que c'est sympa, c'est qu'on a de quoi verrouiller la voiture, même à l'arrière. Donc, fermeture et ouverture à l'éloignement avec cette version. Et ça marche vraiment plutôt bien, je trouve. Moi, j'ai pas eu de soucis avec. Ouais. Allez, je t'invite à te mettre à ta place. Là, on a réglé le siège avant, un peu plus loin qu'Alex parce qu'il conduit très près du volant. Bah là, déjà, juste pour rentrer, il faut passer les pieds, quoi. Là, il faut réussir à passer les pieds sous les sièges. Faut pas avoir des grosses chaussures. Donc là, déjà, tu vois, juste en bloquant là... Si t'as des chaussures qui sont un peu hautes, tu passes pas quoi. Et au niveau du toit? Ah bah là, si je reste droit, je touche au plafond. C'est quand même une petite voiture. Je viens de remarquer un truc, c'est qu'il y a un bouton de réglage de l'appui-tête ici. Oui, pour le moment. Ah, tu peux l'avoir. Oh, ça tue ça. Donc, et à l'arrière, plancher plat ou pas? Non, pas de tunnel du tout. Deux prises USB-C, le ventilateur, pas d'écran. Un accoudoir, de quoi mettre un téléphone ou deux téléphones de droit là. Porte-gobelet. Pas ouf l'accoudoir. Pas de trappe à ski. Eh bien, on la recharge. Allons-y. La trappe est ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que la trappe, elle s'ouvre de l'intérieur. Mais si tu t'es trompé de bouton que tu l'as ouvert, il faut que tu ressortes parce qu'elle n'est pas motorisée. En fait, c'est juste l'éjection qui est motorisée. C'est hop. Mais après, celle-là, elle va pas venir toute seule, quoi. Et alors, il y a un truc qu'on adore sur cette prise de recharge, c'est ça. C'est un clapet, il se baisse et il se bloque. Quand on met la prise CCS dedans, on charge, ok. Ensuite, on déverrouille avec ce bouton-là ici. Et quand on retire la prise, le clapet se referme automatiquement. Ça, c'est juste... En fait, ça devrait être la norme partout, en fait. Donc, pour la recharge, bah, on branche T2 côté voiture. Hein, et on branche côté borne. Hop. Et maintenant, bah, on va la remonter à 100% et voir ce que la borne a envoyé à la voiture et par rapport à ce que la voiture dit avoir consommé. Et du coup, ça nous permet de calculer l'écart à la recharge entre ce que... Bah, voilà, vous avez compris, entre la borne et la voiture. Et donc, si on veut une borne comme ça à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a la phrase qu'Alex adore, donc vous l'attendez tous, est-ce qu'il va réussir à la faire? Vous remplissez un petit formulaire sur le site lachaîneve.fr. Rubrique pose de borne. Voilà. Et vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans. Ouais. Et vous n'êtes pas obligé de valider les devis, c'est juste informatif. Si vous voulez, ben vous pouvez, c'est bien. Mais bah, disons que faites-le si vous avez un vrai projet. Quoi. Ah oui, faites pas bosser les gens pour rien. Mais si aucun des devis vous plaît, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas d'engagement et c'est gratuit en plus. Vous savez où ça se trouve? lachaîneve.fr. Allez maintenant, bah les consos. C'est l'heure des consommations. Ouais. C'est l'heure des consommations, c'est l'heure où on va vraiment savoir si cette voiture n'est pas un gros mytho. Juste un truc qu'on n'a pas dit dans l'intro, et c'est dommage, on aurait dû le faire. C'est que on est en 19 pouces ici, et que le modèle existe en 17. Donc on peut faire quand même pas mal baisser les consos. Bon, on attaque avec la ville. La ville, on a fait 15 km comme d'hab. Sol mouillé, mais si, elle a un peu surconsommé a priori. Ah oui. Ouais. Donc, normalement, on est plus autour des 9. Ouais. Là, on a fait 10.2. Combien elle a fait celle en ville d'après toi? Au moins 13-14 quand même. J'ai noté sur ma main parce que c'est le téléphone qui filme. On a fait 12,8. Ah ouais, c'est bien. Eh ben, c'est super bien. Ah ouais, non, c'est très bien. C'est très très bien. Les consos s'affichent en bas avec l'écart en pourcentage entre les deux. C'est ça qui compte vraiment dans le classement à la fin. On passe à la route. La route, on a fait 25 km, mais en fait, on n'a pas compté sur 25 km parce qu'au début, il y avait des embouteillages qui commencent à faire chier les gens à rouler en même temps que la vidéo. Donc, du coup, on a, bref, en tout cas, on a une conso comparée entre les deux. Et là, ben, moi, c'est facile. T'as fait 10. Bah non, j'ai fait la même conso, donc j'ai fait 10-2. Ah, ok. Et moi, donc 12-8. J'ai fait 13-6. Oh, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut dire que j'ai eu cette voiture pendant 5 jours, j'ai jamais vu ces consos de ma vie. Et maintenant, on passe à l'autoroute. Allez. Voilà, on a répété ça à 6 mois avec Kamel Wally. Ah ouais, là, il était fier de nous. Alors, sur l'autoroute, donc de la pluie, de l'eau. Moi, avec la Ioniq 28, j'ai consommé 15,9, c'est-à-dire un petit peu plus que d'habitude. Ah, oh, putain, c'est bon pour moi, les gars. Hein. Vas-y. Tu dis combien, toi? Moi, je dis 17. À tout rond? Ouais. Ah, t'es généreux quand même. Combien? Non, 17,7. 17,7. Je t'avoue que j'étais à 18,2 quasiment avant de sortir de l'autoroute. Ah, 17,7, c'est hyper bien. Bah ouais. Elle a bien consommé. Bah oui, c'est pour ça. Là, j'ai hâte de voir les chiffres repasser dans cette moulinette. Je veux les tableaux. Eh ben, c'est parti, les Allez, tableaux. Les tableaux.
Comme d'habitude, on calcule les consommations moyennes de la Ioniq 28 depuis le début de nos essais. Et pour calculer les consommations normalisées de la Mercedes CLA 250+, on ajoute aux consommations moyennes de la Ioniq 28 les écarts en pourcentage relevés lors du test aujourd'hui. Ça donne les consommations suivantes: 11,6 kWh au 100 en ville, 13,4 kWh au 100 sur route, 17,7 kWh au 100 sur autoroute et 14,2 kWh au 100 en consommation mixte. Compte tenu de la taille connue de la batterie, ça donne les autonomies suivantes: 733 km en ville, 634 km sur route, 480 km sur autoroute et 336 km sur autoroute entre 80 et 10%, soit entre deux bornes. Lors de l'ensemble de nos tests, le tableau de bord indique avoir consommé 38,7 kWh. On a remis la voiture à recharger à 100% et la borne nous indique avoir renvoyé 44,52 kWh à la voiture, ce qui fait un écart à la recharge de 15%, ce qui est bon. Et si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte calculée précédemment, ça la fait passer de 14,2 à 16,3 kWh au 100, ce qui place la Mercedes CLA 250+ à la 13e position de notre classement actuel. Et justement, le classement, le voici en isolant la CLA et ses concurrentes. C'est moins bon que la Ioniq 6 et la Volkswagen ID.7, mais mieux que la Tesla Model 3 et la BMW i4. Grâce à ses consommations sur autoroute et sa vitesse de charge, on peut calculer une vitesse de charge en kilomètres par heure de recharge. Et là, c'est excellent, ça place la Mercedes CLA 250+ en 3e position, avec une vitesse de 960 km rechargée par heure. Et grâce à tous ces chiffres, on peut simuler un temps pour parcourir 1000 km, et là encore, la Mercedes CLA 250+ se classe en 3e position, derrière la Hyundai Ioniq 6 et l'Audi A6 e-tron, mais à 1 et 2 minutes d'écart seulement. Si vous vous posez la question de savoir combien ça coûte de recharger une Mercedes CLA, eh bien à domicile, ça vous coûtera 2,70 € les 100 km, et sur autoroute à plein tarif, 10,40 €. Je vous invite à retrouver tous ces chiffres, tous ces tableaux mis à jour à chaque essai, sur notre site lachaînev.fr. Bon, du coup, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est la mettre sur l'autoroute avec du sol sec. Donc, est-ce qu'on va faire un road trip performance avec cette caisse? Bah ouais, voir si c'est vraiment une tueuse autoroute, quoi. Voilà, et ben on va le faire. C'est la prochaine vidéo? Non, c'est pas la prochaine vidéo c'est la mais on a pas le droit d'en parler, donc je vais le biper, bien sûr. C'est la prochaine vidéo, quoi. Voilà, c'est dans 2 semaines. Donc, faut s'abonner pour pas rater la prochaine vidéo, enfin, la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, évidemment. C'est simple, c'est vous prenez votre souris ou votre doigt, vous cliquez sur le pouce en l'air, c'est rien, et nous... Enfin, si me prête que le doigt, ça marche pas. Faut le doigt sur la souris, quand même. Non, mais sur le téléphone, tu peux le faire avec le doigt. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, évidemment. C'est rien du tout, et ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à dire en commentaire aussi ce que vous pensez de cette CLA. C'est une voiture que je pourrais potentiellement acheter. Et ben tu sais quoi? Et ben c'est une voiture qu'on pourrait tous les deux potentiellement acheter, ce qui est très Ah bien. oui, c'est vrai. Bon bref, super voiture, Ouais. et elle existe en shooting brake. On l'a pas dit, oui. mais shooting brake. Oh putain, mais j'y pensais pas. Oh, j'aime bien cette voiture en vérité. Bon allez, je pense qu'on a fini là. Ouais, Bon bah du coup, à la prochaine pour une vidéo. la bise. Donc là... Attends, donne-moi un nom de danseuse avec les stars. Ah putain, je retrouve pas le nom non plus. Attends, Le mec qui fait chorégraphie là, le chorégraphe. Kamel Wally. Ah ouais, C'est ça, c'est à lui que je pensais. ok.